présenter donc, ton dernier ouvrage, qui est en fait un collectif donc, que tu as co-dirigé avec Raphaël Künzler, donc intitulé « Enquête sur les représentations mentales, comment les concevoir, comment s'en passer ». Donc si j'ai bien compris, il y a une opportunité, puis je poserai la question des conditions. L'opportunité, c'est effectivement le programme de l'agrégation cette année qui porte sur la représentation, point. Comme souvent, les programmes d'agrégation, c'est une notion, ou non seulement des relations de notions. Et dans quelles conditions vous avez construit ce travail avec Raphaël? Vous avez fait un colloque? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai, à l'origine, il y a eu une journée d'études donc, qui était organisée par Raphaël Künzler à Toulouse. Donc Raphaël Künzler qui enseigne donc, à l'Université de Toulouse comme Prague, comme professeur agrégé, et qui est en charge justement du cours de l'agrégation sur la représentation cette année, enfin en partie plus ou moins. Et il a un groupe d'étudiants agrégatifs quand même assez conséquent. Donc ça avait du sens d'organiser une journée sur ce thème. Donc il a choisi, du fait de ses intérêts en philosophie de l'esprit et philosophie analytique, il avait choisi donc de focaliser le thème de la journée sur les représentations mentales. Mentales, oui, parce que l'adjectif fait quand même la caractéristique de cet ouvrage pour cette notion. Tout à fait. Donc au départ, il m'a sollicité pour participer à cette journée donc moi j'ai répondu positivement. Je trouvais que c'était intéressant, moi-même faisant un cours sur cette question, je trouvais que c'était intéressant de partager, d'échanger. Et assez vite, en fait, dans les interactions qu'on a eues par mail avant même la journée, en réfléchissant, puis quand j'ai vu son argumentaire, à un moment donné, je lui ai dit, mais je ne sais pas si finalement j'ai grand chose à dire sur la représentation mentale, en fait, parce que d'une certaine manière, pour moi, c'est une expression qui ne va pas de soi. Enfin, voilà, ça pose un problème. Enfin, donc je lui ai dit j'ai un problème avec cette notion de représentation mentale. Et puis en fait, il a pris la balle au bon. Il a dit c'est le titre. Et il m'a dit, exactement, il m'a dit écoute, je te propose ça comme titre. Oui, donc je lui ai dit bon, bah, écoute, très bien, il y a un problème avec la notion de représentation mentale, allons-y. Et donc je me suis embarquée comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis prise au jeu, c'était vraiment intéressant. Mais avant qu'on revienne sur ton chapitre, je voulais. Donc au début, tu n'étais pas maîtresse d'œuvre des sélections, mais comment vous avez quand même choisi les collègues? J'imagine, Raphaël a choisi des gens avec un spectre très large. Oui. Parce que l'idée, c'est de donner l'image de ce livre, donc la pluralité des approches. Tout à fait. Alors c'était effectivement les intervenants, c'est lui qui les a choisis, puisque c'est en fait lui qui a organisé la journée, de toute façon, moi je faisais qu'il participait. Et il avait choisi dans les contributeurs, il y avait aussi Joël Proust qui a pris la parole mais qui n'a pas pu donner de contribution pour le volume. Et il y avait aussi donc il avait choisi aussi des intervenants, des scientifiques, donc quelqu'un qui a contribué avec un article sur la représentation chez les abeilles, donc un travail en éthologie, donc quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui interroge vraiment cette notion de représentation de façon plus externe mais de façon très intéressante. Et sinon, il avait fait un choix d'auteur qui était à la fois donc, en philosophie d'esprit, mais aussi à cheval entre la phénoménologie et la philosophie d'esprit. Et l'idée, c'était de toute façon de faire un travail, pas d'histoire de la philosophie, mais un travail vraiment sur la problématique contemporaine. Donc c'était vraiment ça le ciblage, disons, de cette journée. D'accord. Et donc, concernant ton chapitre, alors tu ne polémiques pas, mais en tout cas tu problématises cette expression. Comment tu vois maintenant ce chapitre? Au départ, quand j'ai pris la parole, je me suis dit, mais en fait, j'avais l'impression d'être un peu le vilain petit canard ou d'être là un peu en intrus par rapport au cadre général dans lequel se déroulait la journée. Dans la mesure où finalement j'ai eu l'impression, au vu des résumés de chacun au départ, avant même la journée, en réalité chacun allait vraiment entrer dans cette question de l'intérieur. Et c'est vrai que dans une démarche, disons, standard en philosophie d'esprit ou en psychologie cognitive, cette notion de représentation mentale, elle est complètement validée, elle fonctionne, elle a un statut, on peut l'explorer de l'intérieur, on peut faire des analyses internes, et c'est tout à fait pertinent. Mais simplement, c'est vrai que moi je me sentais complètement décalée par rapport à cela, et au départ j'ai pensé que j'allais vraiment avoir un propos justement trop décalé, un peu externe,
de critique, mais, enfin, dans le sens constructif du terme, mais de critique quand même de la notion, enfin de l'expression. Et puis en fait, la journée s'est déroulée et au fur et à mesure que j'entendais les uns et les autres, je me rendais compte que tout le monde, en réalité, était dans un regard critique. Alors parfois plus interne que le mien, mais par exemple l'article de Pascal Ludwig est vraiment un article critique aussi sur cette notion, ce que j'attendais pas du tout venant de lui. Par exemple l'article d'Arnaud Devalc également, puisqu'en fait lui il prend appui sur des arrière-plans qui sont des arrière-plans chez Franz Brentano, donc un auteur qui a été très important pour Husserl mais aussi pour toute la tradition analytique, donc un peu au croisement de la psychologie contemporaine et de la phénoménologie. Et lui-même il a un propos beaucoup plus différencié sur cette notion et pas du tout avalisant en fait le terme même de représentation mentale. Donc du coup je me suis rendu compte que c'était pas aussi comment dire il y a beaucoup plus de différenciation que je croyais. C'était pas un bloc vraiment d'analyse interne de la question et avalisant la notion en tant que telle. Donc c'était plutôt une bonne surprise entre guillemets. Et même le sous-titre du volume est intéressant parce que justement il fait apparaître ce distinguo. Comment les concevoir, comment s'en passer. Ouais. Donc ça permet de jouer sur le différentiel. Donc les concevoir, ça veut dire on travaille avec et on essaye de comprendre comment cette notion est construite. Mais comment s'en passer, ça veut dire aussi, est-ce que finalement on a besoin de cette notion de représentation mentale, est-ce qu'elle est vraiment déterminante Alors justement, ça m'amène au cœur de ton chapitre. Elle souffre de quel problème tu saurais nous résumer ton contribution? C'est-à-dire en fait moi j'ai... cette expression, cette notion de représentation mentale. Moi ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'en fait on a affaire à une notion qu'on peut soit considérer comme... une expression qu'on peut considérer soit comme redondante, c'est-à-dire que quand on parle de représentation, comment ne serait-elle pas mentale nécessairement, c'est-à-dire interne, individuelle, liée à un esprit, liée à des états internes, la notion de représentation, il semble qu'elle contienne ces propriétés. Donc pourquoi la nommer, l'adjectiver mentale, la représentation, puisque de toute façon elle a déjà ses caractéristiques. Donc ça semble inutile, d'une certaine manière. Une critique qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a une inutilité de redoubler par l'adjectif mental le terme de représentation. Donc pourquoi cette redondance d'une part, ça c'est une première critique qu'on peut faire. Et puis la deuxième critique, mais qui est un peu en miroir, c'est ce que je dis au début de l'article, qui est un peu en miroir de la première, c'est de dire, mais en fait, la dire seulement mentale, la représentation, c'est extrêmement réducteur. C'est faire comme si une représentation pouvait être qu'interne et individuelle, alors qu'en fait on a tous en tête des formes de représentation qui sont collectives, historiques, qui sont ancrées, qui sont enracinées, donc historicisées, donc qui ne sont pas simplement des événements internes. Des états. Et des états, voilà. Des événements et donc du coup après moi j'ai emboîté le pas à partir de ces deux critiques en réformant finalement cette notion de représentation dite mentale, mais en fait de représentation, et en montrant qu'il fallait la penser comme un acte, c'est ça, comme une performance, comme forcément inscrite corporellement d'une manière ou d'une autre, comme quelque chose qui est moteur. Et en fait, en réalité, du coup, je rejoins des perspectives qui, en sciences cognitives, sont aussi tout à fait déterminantes, puisque moi, je rejoins essentiellement un paradigme qui est celui de Francisco Varela, mais à travers l'inaction, mais qui a son périmètre de légitimité dans le champ actuel de ce qu'on appelle la cognition 4E, donc incarné, étendu, voilà, après énacté, embodied, donc une cognition qui est très, une incarnation de toute façon de la connaissance. Donc c'est un peu l'idée. Mais je me suis rendu compte qu'en fait ce que je défendais n'était pas si décalé par rapport à des options qui sont aussi développées dans le volume, notamment justement chez Pascal et Arnaud Devalc. Oui, parce qu'en sciences cognitives, il y a quand même un retour de thèses concernant la simulation mentale. Oui. Il y a un retour, je dirais, un peu de bâton contre les thèses anti-représentationnalistes qui ont été quand même majoritaires dans les années 60-70 même.
même avant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc c'est pas forcément un acte c'est pas une simulation, c'est pas forcément oui, non, tout à fait. une simulation. Bien sûr, je pense qu'il y a une dimension, alors que moi j'ai pas du tout abordé, mais qui est plus de l'ordre du symbolique ou de l'image, qui est totalement déterminante pour penser des formes de représentation. Donc la dimension, ou qui inclut aussi d'une autre façon, qui inclurait de la temporalité, qui inclurait des dimensions d'anticipation. Et qui permettrait vraiment justement de créer des formes de projection qui nous apprennent des choses en fait, qui nous permettent de nous déplacer dans un horizon qui n'est pas encore donné, mais qui nous enseigne en fait sur la possibilité même de comprendre, de connaître ce qui nous est donné. Nous entraîne à l'avance. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est une dimension de la représentation que j'ai pas du tout, enfin moi en tout cas dans cette partie que j'ai pas du tout traitée, mais qui en science est extrêmement importante. Enfin, je pense que pour toi, dans ton propre champ, c'est déterminant. Non, mais moi comme je le disais, j'ai pas eu le temps de lire tout le livre, mais j'ai regardé quand même ce que tu dis sur l'acte. Effectivement, ça me fait penser, moi, aussi aux conceptions de Leibniz, pour qui, tu sais, être, c'est représenter, mais c'est agir aussi. Et je trouve que, effectivement, ce que tu dis sur l'acte, c'est pas contradictoire finalement avec ce que tu as rappelé sur l'état, une des thèses sur le retour de la simulation, puisque effectivement, ça peut être à l'occasion d'une simulation qui est tellement une représentation environnementale fictionnelle on peut s'entraîner à représenter d'une certaine manière et que l'acte a des prises. Oui, tout à fait. Oui, par des processus d'entraînement. Enfin, je pense que l'exercice, l'entraînement, c'est complètement. Donc voilà, donc j'aurais peut-être d'autres questions, mais je ne sais pas si c'est peut-être pas le moment de donner la parole au public. Si vous avez des questions plus larges ou plus étroites. Sinon j'ai une question, mais enfin. Lydie, le but c'est un échange, hein, c'est pas un cours. Donc on est dans un espace différent justement. L'espace doit permettre, et peut-être susceptible de permettre, d'ouvrir d'autres interactions que celles d'un cours ou d'un échange simplement à deux, de débattre autrement. Juste une question peut-être. Oui. Est-ce que le fait de travailler sur la représentation, ça t'a fait relire Husserl d'une autre manière? Je pense aux questions des recherches logiques sur la discussion vis-à-vis de Brentano, la question de savoir si tout acte de conscience est une représentation, se base sur une représentation. Est-ce que ça t'a amené à relire ça un petit peu? Oui, alors un peu. C'est vrai que c'est pas le Husserl dans lequel je travaille le plus. Mais en même temps, je pense qu'il y a une trajectoire en fait dans la pensée de Husserl qui part des recherches logiques, effectivement, et de son débat avec Brentano, et qui va jusque dans les années 20-30, où cette question, elle est, en fait, c'est vraiment une ligne de force de toute sa pensée. Curieusement, parce qu'en même temps, on peut se dire, mais justement, la phénoménologie est peut-être une philosophie qui d'une certaine manière, s'est positionnée justement contre des pensées qui sont trop des pensées d'état interne ou de dimensions déjà conçues a priori et avec une posture au contraire d'ouverture sur le monde. On veut sortir de ce modèle-là pour proposer ce qu'on l'appelle l'intentionnalité, donc vraiment des choses qui dirigent vers le monde. Donc c'est vrai que le débat initial avec Brentano, c'est un débat central de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, Husserl essaye à la fois, il est dans une filiation avec Brentano sur ce thème de l'intentionnalité, et en même temps, de fait, il se déplace dans sa propre posture à lui d'ouverture au monde. Donc moi, j'ai plutôt, en fait, sur ce terrain de qu'est-ce que ça m'a fait redécouvrir de Husserl, je me suis plutôt intéressée à un moment ultérieur dans la pensée de Husserl, où justement ce qu'on appelle ce qui est traduit par présentification, donc c'est un terme un peu technique, correspond en fait justement à un acte de présence au monde.
Donc du coup, en fait, le terme même de représentation, il est un petit peu, comment dire, problématique dans son format même, dans sa sémantique, même s'il est repris par Husserl. Même si le terme lui-même, Husserl l'utilise, en fait, il l'utilise en un sens qui est un peu dévié, enfin un peu réformé, puisqu'il en fait quelque chose qui est une présentation. Donc, il y a une, voilà, comment on n'est pas très loin finalement des travaux de Goffman, de la présentation de soi. Enfin, si on reprend le titre du livre d'Erving Goffman, c'est vraiment ça, c'est se présenter, quoi. Enfin, c'est-à-dire être vraiment là, en présence dans le monde. Donc on est très loin finalement d'une sorte de conception qui serait un redoublement en fait. On n'est pas dans cette pensée d'un redoublement. Et donc pour moi c'était ça qui était aussi assez étonnant, c'est de redécouvrir quelque chose qui oblige à réformer le sens même de la sémantique du mot, à l'épreuve en fait de l'expérience qu'on en fait. Donc c'est vrai que c'est plutôt ça qui m'a intéressé à ce moment-là. Parler du redoublement, pourquoi le redoublement du représentation est-il tragique? Moi, ça me fait penser à Clément Rosset. Tragique. Ouais. Le réel est son double. Ouais. Clément Rosset, il y a quelque chose de tragique en fait qui se dit dans notre désir de représentation, s'exprime aussi la volonté de ne pas voir. C'est la lecture de Clément Rosset. Ouais. Ouais, tragique, en quelque sorte tragique. Au fond, quelque chose est déjà présenté, et c'est par exemple notre destin, l'histoire de Yves, par exemple. Ouais. On le représente dès le début, comme on va dire à quelqu'un, je te représente ou je te remontre, je fais des remontrances, on lui représente ce qu'il va faire, et en fait, voilà, sa vie est présentée. Et il va en fait être en situation d'être obligé de reproduire ce qu'il aurait dû déjà comprendre. Oui, alors représentation au sens de la répétition. Oui, voilà. Aussi, au sens et puis en fait, le fait d'avoir entendu ou vu cette représentation, y compris peut-être théâtrale, déclenche le fait de vouloir s'en dégager, et c'est le fait, évidemment, c'est là qu'elle est tragique, le fait d'essayer d'échapper à la représentation qui fait qu'elle est réalisée. En fait. Oui, le paradoxe, effectivement. Alors, j'ai une question un peu. On est à une époque où probablement le théâtre vivant, les théâtres vont fermer, ou on ne va plus au théâtre. Alors, je voudrais poser une question ni comique ni sérieuse. Comment se passer des représentations? Comment s'en passer maintenant? Comment s'en passer maintenant? Et est-ce qu'on peut se passer des représentations? Alors théâtral ou de manière plus générale? Théâtral et plus général. Pourquoi c'est important de s'en passer? Je repose finalement la question de la même manière. Qu'est-ce qui est en jeu? Je pense que c'est... je pense que quand on dit là dans le sous-titre comment s'en passer, sous-entendu, il faudrait s'en passer. Faudrait-il s'en passer? C'est un peu ça le sous-entendu, effectivement. Ça veut dire la question qui est sous-jacente, c'est qu'est-ce que ça nous apporte en fait. Qu'est-ce que représenter nous apporte? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Et c'est vrai que je pense qu'on peut répondre de deux façons. Comment dire, je pense que c'est une question un petit peu qui titille un peu, quoi, parce qu'en fait ça semble, c'est même une question un peu piège en réalité, dans la mesure où au fond il semble inévitable qu'on soit, qu'on se représente. L'être humain, c'est un être qui se représente. Et je pense que sa tendance et ses besoins, justement, c'est vraiment de représenter. Il se représente ou il fabule? Oui, je pense que c'est lié, les deux sont liés. Par l'espèce fabulatrice. Tout à fait. Je pense que c'est dans ce sens-là, la représentation, là ça peut avoir un sens extrêmement fécond et productif, alors qu'on n'a pas vraiment exploré dans ce volume de façon étonnante. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'il y a tout le champ de la fiction et tout le champ de la représentation théâtrale, qui est mettre en scène des vies, mettre en scène des réalités qui ne sont pas les nôtres, mais dans lesquelles on peut se retrouver ou qui peuvent nous apporter, finalement, nous nourrir. C'est ça aussi la représentation. Et je pense que là, il y a un auteur qui a vraiment beaucoup travaillé ça et qui est très important, c'est Paul Ricoeur, dans Les Récits.
enfin, toute sa relecture du récit et de la temporalité comme une temporalité fictive, la fiction, c'est justement redonner un sens à notre capacité d'être représentant, d'être des êtres de représentation, au sens où on crée des mondes, et la fiction, justement, c'est une sorte d'aiguillon pour nous faire avancer dans la compréhension même de ce qu'on vit. Tu vois, il y a vraiment, je pense qu'il y a cette sorte de dynamique, de processus qui est extrêmement fécond. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas question de s'en passer. En fait, il faudrait quasiment dire à l'inverse. Il est hors de question de se passer de la représentation, parce qu'on est sans cesse en train de se représenter des choses et on en a besoin, c'est vital, c'est urgent. Ensuite, après, il y a un autre volet qui est un volet plus critique, qui serait que la représentation, c'est aussi quelque chose qui peut nous enfermer, qui peut être aliénant. Comment réformer nos représentations? C'est peut-être ça. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est forcément une autre représentation qui va nous amener à réformer une représentation? C'est vrai que là, je pense que c'est plutôt la question de comment comment avoir un regard sur les structures qui nous sont données historiquement, en fait, dans lesquelles on a tendance à penser spontanément, mais qui peuvent nous engluer aussi. Donc là, c'est quasiment le mouvement inverse, en fait. C'est plutôt, autant avec la fiction, on est plutôt vers le futur, on est plutôt tourné vers quelque chose qui peut être nourrissant parce que c'est régénérant. Autant là, la dimension critique ou mortifère de la représentation, c'est quand on est trop tourné vers le passé. Et donc, du coup, cette représentation, elle s'est cristallisée, elle nous a construit d'une certaine façon. Vers le passé ou vers le social, qui est aussi l'environnement actuel. Voilà, le social. Les représentations de notre culture, notre milieu. À ce moment-là, peut-être qu'il faudrait faire s'équivaloir représentation et construction. Parce qu'en fait, c'est ou d'une autre façon, de manière encore plus polémique, peut-être tout ce qu'on pourrait appeler l'idéologie. Et il s'agit encore de représentation mentale. Et là, c'est des représentations qui sont alors drainées par le collectif en partie, mais qui en même temps vont nous, malgré tout, vous nous enfermer, vous nous prendre au piège en fait, et vont nous faire passer finalement des choses qui sont pas forcément justes, comme allant de soi. Donc là, on n'est pas très loin du préjugé, on n'est pas très loin je pense qu'on n'est pas très loin de choses qui sont cristallisées. Et comment justement on fait pour sortir de ces mauvaises représentations qui enferment? Je repose la question. Est-ce que c'est d'autres représentations? Ou est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est, je sais pas, une autre forme d'être au monde? Moi, je n'ai pas la réponse, je te pose la question. Ouais, je sais pas, je pense que après c'est le travail, peut-être c'est le travail même de la philosophie qui est en jeu à travers ça, c'est-à-dire c'est le travail critique, c'est le travail de questionnement, de ce dont on hérite, et on a l'impression que ça nous construit, que ça nous habite et qu'on est complètement façonné par ça. Mais en fait, voilà, après le recul critique, le dialogue, l'échange, c'est aussi quelque chose qui permet de remettre en question et de se dire, mais en fait non, j'ai toujours cru que finalement il était normal pour, je sais pas, que le mariage hétérosexuel c'était la norme. Voilà, c'est ma représentation. Mais alors quelle est la différence? J'en hérite, mais non, peut-être ce pas. Que tu dis, donc ces représentations collectives, mais qui sont néanmoins mentales. Mais dans quelle mesure l'anthropologue n'est pas mieux armé que le philosophe? Ah oui, ça c'est vrai. Souvent les anthropologues sont des grands enseignants de relativité. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que le philosophe a, sauf qu'il est moins modeste peut-être que l'anthropologue? Et qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins c'est vrai que ça c'est une grande question. À offrir que l'anthropologue qui circule dans les représentations, aussi dans les pratiques, qui sont des formes de représentation de fonctionnement. Tout à fait. Souvent, l'anthropologue est d'ailleurs quelqu'un qui va épouser les représentations alternes qu'il a particulièrement étudiées. C'est sûr. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu confronté à un problème, alors ça concerne, c'est peut-être la philosophie elle-même qui est en jeu à ce niveau-là. Parce que je pense qu'on est loin d'être des références, on est loin d'être référentiel, en fait, je pense, sur l'interrogation critique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui finalement sont presque plus utilisées que des philosophes pour interroger. Et on le voit bien aujourd'hui, dans les questions actuelles qui se posent, finalement,
radical les sur intellectuels. l'anthropocène, par exemple. Ou même sur les questions sociales ou politiques. Enfin, on voit bien que les sociologues, les historiens, les économistes sont bien plus outillés que nous pour répondre à beaucoup de questions et avoir un regard critique. Donc alors, je pense que les anthropologues aussi, que ce soit Philippe Descola ou beaucoup plus tôt Lévi-Strauss. Enfin bon, Lévi-Strauss c'était philosophe aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est des auteurs qui ont justement un ancrage dans un terrain. Je pense que ce qui manque aux philosophes aujourd'hui, c'est l'absence de pratique, l'absence d'ancrage, l'absence de confrontation à une réalité à partir desquelles on peut vraiment réfléchir. Avoir une réflexion à vide, je pense que c'est absurde. Ça ne donne rien. Si la réflexion n'est pas étayée quelque part et avec des vrais matériaux empiriques sur lesquels on peut vraiment prendre appui, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que là, en l'occurrence, tu parlais des anthropologues, mais je pense que les sciences humaines sont beaucoup plus réactives en ce moment. Sur toutes Alors, les on va poser la question autrement. Qu'est-ce qui fait que les anthropologues ne sont pas philosophes? Ceux qui ont circulé dans des représentations. Il y en a qui le sont, parmi ceux qui sont. On ne les qualifie pas de philosophes. Peut-être que justement les philosophes aujourd'hui ils sont un peu disqualifiés par rapport à leur ambition initiale et ceux qui se targuent d'être philosophes aujourd'hui, les noms qui circulent, pas forcément ceux qu'on a envie avec lesquels on a envie d'être en alliance. Je pense qu'au contraire, je pense qu'ils renvoient une image de la philosophie qui est pas forcément celle que l'on voudrait défendre. Donc, du coup, je pense que c'est compliqué. Je pense que la posture d'un sociologue ou d'un historien est beaucoup plus incisive de ce point de vue-là. Même au niveau justement de cette critique des représentations, je pense que les historiens ont une acuité critique qui est déterminante parce qu'ils connaissent, ils ont une connaissance des réalités historiques et des réalités sociales que très souvent les philosophes n'ont pas. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant d'avoir les mêmes représentations mentales que son voisin, sa voisine? Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait poser la question. Voilà. Qui a Ça doit... On parlait des sciences humaines. Les biologistes auraient peut-être une réponse. Oui. Quand on partage des représentations. Oui, partager des représentations, il y a des théories là-dessus. Mais du point de vue philosophique. De partager, c'est vrai que quand on fait partie d'une même époque, je pense qu'on partage un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de données dont on hérite. Je pense qu'il y a un héritage commun et ça ne veut pas dire que c'est juste. Je pense que moi je serais assez méfiante par rapport à ça. Je pense que c'est pas parce qu'on les partage qu'elles sont justes. Je pense que je serais assez critique par rapport à ça. Il me semble que c'est pas une garantie de vérité, le fait de les partager. C'est plutôt un front commun, c'est plutôt quelque chose qu'on va pas forcément d'ailleurs être capable d'interroger, c'est profondément inscrit sans doute. Donc des représentations du monde, ce que certains ont appelé des visions du monde. Tout à fait, des visions du monde. Oui, alors ça c'est vrai que c'est justement, je pense, un gros problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. La notion de vision du monde, elle est de Weltanschauung. C'est justement peut-être ce dont il faut se méfier comme la peste, parce que ça nous encombre et on a un semblant de vérité. Je pense que on a une sorte d'illusion de vérité à travers ça et ça demande aussi à être interrogé. Y a-t-il des questions Moi j'aurais une question à vous poser concernant le problème de la représentation politique spécifiquement, parce qu'il y a eu la revue Droit, une des toutes premières revues Droit qui date maintenant d'une vingtaine d'années, qui avait pour sujet justement uniquement la représentation. Et Stéphane Rayal, un de vos collègues, alors philosophe du droit lui plus, nous disait comme ça que la représentation est toujours liée à l'existence d'un absent. On est évidemment l'exemple de la représentation politique où on représente le peuple, les représentants représentent le peuple parce que justement il est absent. Dans le code civil, la représentation est un mécanisme aussi pour permettre à un absent de donner sa voix à leur représentant au nom et pour le compte d'une personne qui est précisément absente. Alors, par rapport à ça,
est-ce que dans ce domaine de la philosophie, de toute façon générale, n'y a-t-il pas toujours une adéquation entre l'absent et la personne qui représente? C'est le problème de la distorsion qu'il peut y avoir. On le voit aujourd'hui avec nos représentants politiques. Beaucoup de gens, il suffit de voir les Gilets jaunes qui nous expliquent que les représentants ne représentent plus qu'eux-mêmes et ne représentent absolument pas le peuple absent. Bon. Par rapport à ça, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière de philosophie plus générale par rapport à ça? Est-ce que vous validez cette proposition de Stéphane Oyas? Et deuxième chose, par rapport à ça, il disait aussi que la représentation est toujours liée à l'interprétation. Qu'est-ce qu'en philosophie générale vous pouvez développer par rapport à ça? Oui, ça c'est des très bonnes questions. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. La représentation, oui, je ne connaissais pas cette thèse spécifique, mais moi ça me fait penser au rapprochement qu'on peut faire entre le symbole et la représentation. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est à propos d'autre chose en son absence et qui est opérationnel parce que la chose sur laquelle on agit, on en est le lieutenant, donc on tient lieu d'eux d'une certaine manière. Après, il y a différents types de lieutenance. Il y a des maintenances, il y a des lieutenances différentes. Donc l'absence, ça me fait penser aussi à René Girard. Effectivement, donc il y a un côté sacrificiel aussi dans le représentant. Donc il faut absolument que la question de du mimétisme du désir soit absentifiée, si je puis dire, dans une espèce de sacrifice. Bon, ça c'est la conception de Girard, mais ça fonctionne quand même pour un certain nombre. Qu'est-ce que tu en penses de Girard d'ailleurs? Oui, moi j'ai un peu du mal, je trouve que c'est une thèse un peu radicale, elle est peut-être trop, voilà, elle massifie, un peu un principe explicatif de tout. Un peu attrape tout. Du mal avec ce genre de pensée. Mais ça permet de gérer l'absence comme volonté d'absence. C'est-à-dire le représentant, ce serait aussi celui qui a intérêt à ce que ce qu'il représente ne soit pas là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Et quand il est là, il faut qu'il soit plus là. Donc c'est ce que dit le Christ. Hein. Donc je disparais une dernière fois et il faut que je disparaisse pour que je puisse être auprès de vous, et au milieu de vous. Oui, après c'est vrai que cette notion en politique, plus particulièrement, c'est vrai qu'elle est, je pense qu'elle illustre assez bien justement l'ambivalence de cette notion. En fait, la dimension politique est assez emblématique dans son périmètre propre de ce que cette notion a d'ambivalent, parce qu'à la fois on a l'impression que on peut à la fois pas s'en passer. Et en même temps, elle est insatisfaisante. Oui, donc il y a à la fois l'un et l'autre. Est-ce qu'elle ne gère pas l'insatisfaction? Comment faire? Oui, peut-être. Elle est la notion même de l'ambivalence, peut-être. Comment faire sans représentation en politique? Voilà, on ne connaît aucun exemple de possibilité de ce genre. Le schéma que propose Rousseau, il n'est pas tenable de manière générique. Il est très réduit à des toutes petites communautés, ça fonctionne comme ça peut, etc. Et encore même dans des tout petits groupes, ça marche moyennement bien. C'est un bel idéal et c'est une belle critique. Mais c'est vrai que dans la réalité même des faits, on ne connaît pas de régime politique qui puisse passer d'une représentation, ou de représentants justement. Et donc du coup, c'est vrai que c'est en même temps à chaque fois insatisfaisant. Parce qu'à chaque fois on est ramené finalement à un rôle qui est conféré aux représentants qui ne sont jamais à la hauteur des demandes de ceux qui vont précisément accepter de les rendre représentants. Donc je pense que c'est une sorte de cercle et que c'est la vraie difficulté de cette notion. Et d'une certaine manière, je pense que c'est la question sur le terrain politique est assez emblématique du statut de la notion elle-même, qui est à la fois, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue justement anthropologique, nous sommes des êtres de représentation. On ne peut pas s'empêcher de représenter, et c'est aussi ça qui nous nourrit. Et en même temps, en permanence, on véhicule à travers nous des dimensions qui sont déposées en nous et qui ne sont absolument pas élaborées et donc en fait qui sont des préjugés. Donc vous voyez, on est nous-mêmes bourrés de représentations dans tous les sens du terme, dans un sens à la fois de fiction constructrice et de préjugés sédimentés qui nous aliènent. Donc c'est un constat un petit peu compliqué. Et c'est redoublé parce que l'homme politique dans les démocraties que l'on élit, il nous représente le monde
à sa manière, c'est-à-dire qu'on le fait parler pendant des heures et il nous représente un monde qui est censé être le nôtre par rapport à ces grilles de lecture. Donc il nous représente le monde avant de nous représenter dans le monde, quoi. Donc il nous en fait à croire. On se réveille, on remontre. Il nous fait des remontrances parfois. Ça me fait penser à la notion de transparence, ce que disait monsieur, qui est très utilisé en philosophie de l'esprit, de la transparence des contenus mentaux, de ce qu'ils représentent. Et la question de la transparence qui se pose aussi du point de vue de la représentation politique. Et je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à creuser, en fait, sur simplement une analogie sémantique, ou s'il y a vraiment quelque chose dans... C'est clair qu'il y a un désir de transparence aujourd'hui. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a un désir de transparence, et j'étais l'autre jour, ça peut paraître très différent, mais dans un colloque sur le droit et l'intelligence artificielle, et le fait qu'aujourd'hui les données jurisprudentielles françaises sont accessibles gratuitement à tous et qu'il se crée des startups qui vont conseiller directement la stratégie en fait pour aller au fond plaider. Et donc l'idée c'est que de plus en plus en fait, de même que la représentation et la solennité de l'opacité de l'être représentant en fait était consacrée. Il faut une certaine opacité, et de même qu'on demande au jury ou au juge de juger en son âme et conscience, et qu'on ne veut surtout pas voir étaler son âme et sa conscience. Aujourd'hui, effectivement, il y a une recherche de transparence, où la représentation serait une espèce d'isomorphisme ou de traversée, je dirais, radiographique de la médiation. Et le big data permet ça. C'est ça qui est tragique, c'est que bon, politiquement ça reste de l'ordre de l'impossible, mais juridiquement, dans les faits, le jurisprudentiel peut être complètement étudié de manière exhaustive. Si votre avocat il n'a étudié que 50 cas, votre IA en a étudié 10 000. Voilà, l'IA elle peut optimiser sur un critère, etc. Donc vous savez que vous devez plaider comme ça, parce que vous avez 57% de chance de gagner 10 000 €, sinon vous avez, etc. Donc, et du coup, l'opacité qui faisait la solennité, on revient à la philosophie du droit, l'absence, c'est aussi le cérémonial, le côté temple, en fait, c'est-à-dire le mystère. Le mystère qui au fond, donne du pouvoir aux représentants par sa non-explicitation, la non-explicitation complète des raisons pour lesquelles il est à l'origine du pouvoir. Oui, tout à fait. Donc la transparence, effectivement, peut être en jeu dans la représentation de façon cruciale, dans la mesure même où l'excès de transparence, justement, ne rend plus possible la représentation. Autre question Et vous aviez aussi un corollaire dans votre question, c'était la relation entre représentation et interprétation. Oui. Vous aviez aussi évoqué. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est une vraie bonne question également, parce que du coup, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais d'ailleurs, en fait. Alors plutôt sur le versant rapport entre la représentation et sa dimension de cachet, sa dimension de relation au cachet, de relation à ce qui n'est pas d'emblée donné, d'emblée visible. Et si on met ça en relation avec justement la capacité d'interpréter, on va développer à ce moment-là une conception de la représentation qui suppose une pluralité, qui suppose des perspectives différentes, qui suppose différentes options. C'est-à-dire qu'on va sortir à ce moment-là l'idée qu'il y a une bonne ou une mauvaise représentation, c'est un peu le schéma dans lequel on était, où il y a du transparent ou du caché, parce qu'en réalité il va y avoir une sorte de dynamique plurielle finalement de points de vue possibles, dont l'un et l'autre peuvent être, on peut tout à fait valider les différents aspects. Et c'est ça la capacité aussi peut-être de l'humain, d'avoir cette capacité d'interpréter, c'est-à-dire de décliner différentes façons, différentes façons. Tu disais pluriel, mais quasiment infini. Parce que souvent, on parlait c'est l'herméneutique. C'est ça, ouais. Dans certaines traditions chrétiennes, elle doit être pensée comme infinie, cette herméneutique ou judéo-chrétienne. Et ça me fait penser aussi à l'œuvre ouverte d'Umberto Eco. Il y a cette idée que l'interprétation est toujours effectivement
jamais définitive. Et donc du coup ça ouvre, effectivement, ça ouvre à un monde et ça nous renvoie aussi au monde et ça ne nous renvoie pas, ça ne nous enferme pas dans la lettre, effectivement, et dans un texte par exemple. Donc bon, on est quand même toujours dans les représentations mentales finalement, on en fait, plus ou moins quand même, mais on butine, ça et là. Y a-t-il d'autres réactions, des associations d'idées Martin, vous n'avez pas une suggestion? Travailler sur les mondes virtuels Est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas une représentation mentale par procuration Effectivement, c'est une forme de représentation. Parlez plus fort parce que j'entends pas. Plus général, est-ce que représentation mentale, sous quelle forme se fait la représentation mentale? Est-ce que c'est sous la forme d'une image? Par exemple, c'est comme ça qu'on imagine, oui. Voilà, c'est un outil, il y a d'autres formes de représentation mentale. Ça, c'est vrai que c'est une question. Alors, je crois que c'était un des enjeux de l'article, de la présentation qui a été faite sur les abeilles. Mais il y est l'article sur les abeilles, je ne suis pas sûr. Elle l'a pas donné finalement. D'accord. Alors je sais pas. Donc les abeilles se sont tues. Il n'y a pas d'abeilles ici dans le livre. Alors, les pesticides ont fait leur œuvre. Mais ouais, c'est dommage alors, parce qu'en fait elle avait pris la parole et c'était vraiment très intéressant parce que justement elle posait cette question dans la mesure où ce qu'elle montrait c'est qu'en fait les abeilles étaient beaucoup plus dans le sens factif. Et donc à partir de là, il y avait la construction d'une quelque chose qu'elle nommait elle-même une représentation, mais qui n'avait pas un statut visuel. On pourrait imaginer pour d'autres animaux aussi d'ailleurs qu'on aurait par exemple plus une dimension auditive. Oui, là, la représentation auditive. Si on pense aux chauves-souris par exemple, dont le sens auditif est vraiment développé et par contre le sens visuel complètement... oui, par l'effet sonar. Ça fait penser à un jeu vidéo limite qui avait été présenté à l'exposition sur les jeux vidéo il y a 4-5 ans. C'était un jeu vidéo, sans vision. On mettait un casque stéréo simplement. Et en fait, on avait juste un écran noir et on entendait des sons et juste la narration, c'est vous êtes dans un labyrinthe. Et en fonction des chocs, donc on avait un joystick, en fonction des chocs, on va à gauche ou à droite, on sait qu'on va taper sur le mur de droite, le mur de gauche. Et en fait, la visualisation était complètement mentale, à partir de la représentation auditive. Donc c'était un jeu vidéo sans rien à voir, autre que ce qui était dans la tête en fait. Oui. Parce que c'est pas le verbe tout simplement qui nous permet de nous représenter. Le verbe. Le verbe. L'action. Quand il arrive à l'esprit. L'action, là, oui, la nomination du rose, même le langage. Le langage. C'est vrai que de toute façon la question se pose parce que en psychologie au début du XXe siècle, la question s'est vraiment posée, est-ce que justement on peut avoir des pensées sans images? C'était une vraie question en psychologie dans le début de la psychologie au XXe siècle. Il y avait vraiment des gens qui disaient bah oui, on peut penser sans images, d'autres non, on est obligé d'avoir des images pour penser. Donc c'est un débat d'ailleurs insoluble. Et en philo des sciences, il a été crucial. Oui, c'est ça. Parce que quand la physique quantique est arrivée, on ne pouvait pas faire d'image de ce qui se passait. Et donc certains se sont réfugiés dans un logicisme ou un mathématisme radical, d'autres ont dit non, les maths sont performantes et ce sont juste des instruments commodes. Ce qui est vrai, c'est le modèle par quoi je vais représenter le fonctionnement des maths. Et donc il y avait des approches plutôt je dirais pittoresque, imagique, comme on dit parfois en anglais aussi, qui a une conception par l'image d'une théorie vraie, et d'autres qui disaient non, c'est la structure qui est mathématique, qui dit le fin fond de l'affaire. Et en philosophie des sciences, qui pourtant, les sciences elles-mêmes n'offrent pas autant de, par exemple en physique, de dissension, qu'on parlait des sciences humaines tout à l'heure, les sciences dures offrent moins quand même de chapelle, il y a toujours des théories je dirais minoritaires, mais les physiciens eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qui fait qu'au fond du fond, pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'il représente. Donc on dit au revoir à quelques-uns de nos auditeurs. Ceux qui doivent aller en cours, bon cours, merci d'être venus. Le cours prime. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt, à demain pour certains. C'est la fidélité. Hein. C'est normal. On les tient par la patte. Vous pouvez vous rapprocher. Du coup, il y a des places. Voilà.
venez vous asseoir. Ça va, il est 4h25, on a bien le temps. Au revoir, à bientôt. Installez-vous là, vous avez 4... Donc on était oui, aux modalités de représentation dans le mental. Modalités de représentation dans le mental. Et les sens aussi, la sensorialité activée ou pas. La sensorialité activée, Et moi ça me faisait penser à des expériences qui ont été faites à Compiègne, des expériences de suppléance sensorielle. Tu as peut-être vu ça. Ça me dit quelque chose, mais tu peux rappeler ce que c'est, parce que en fait, suppléance sensorielle. C'est une expérience qui a été menée il y a déjà un moment à l'université de Compiègne avec des non-voyants, des malvoyants ou des non-voyants, qui justement n'avaient pas de sens visuel disponible, organique en tout cas, et à qui en fait on proposait un dispositif sous la forme de plaques où venaient s'enregistrer en fait tactilement en fait leur capacité, et sur la base de ces capacités tactuelles, ceci était réverbéré et ça leur donnait une cartographie tactile en fait du réel, qui n'était pas visuelle, qui leur permettait de s'orienter. Alors du coup, bon, c'est un protocole expérimental et c'est vrai que c'est pas très maniable dans la réalité parce que voilà, c'était vraiment fait en laboratoire. Mais du coup, ça permettait justement de montrer comment, de valider l'idée qu'on trouve déjà d'ailleurs chez Merleau-Ponty de synesthésie, c'est-à-dire de possibilité finalement d'utiliser un sens pour un autre. Là, en l'occurrence, c'était entre la vision et le toucher. Et le toucher venait suppléer, c'est pour ça qu'on parlait de suppléance sensorielle, le toucher venait suppléer à la vision. Et donner une capacité finalement d'orientation analogue finalement à la vision, grâce à un passage par le cerveau en fait, le sens du toucher étant ramené au niveau de la commande cérébrale et étant redistribué ensuite sur un mode avec une machine. Mais dans un schéma quand même toujours spatialisé, parce que alors, là, c'était l'orientation ça touche à des questions d'intermodalité oui, tout à fait. en sciences cognitives assez pointues. Tout à fait. C'est la vieille question des communs chez Aristote. Complètement. Quand il y a déjà des textes précieux d'Aristote sur les communs, qui sont des textes séminaux sur les propriétés secondes, les propriétés premières, qui seront reprises. Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui circule ou pas entre les différents sens. Et du coup, c'est peut-être ce qui est essentiel, c'est peut-être aussi ce qui est essentiel, ou peut-être en tout cas de ce que le cerveau peut conserver de commun en passant d'une sensorialité à une autre. Et tu vois, là, ça permet à nouveau, c'est un exemple qui permet de dissocier en fait ce qui relève de la vision et ce qui relève de la représentation. C'est-à-dire un non-voyant, une non-voyante finalement, se représente, même si c'est un aveugle de naissance, se représente alors même que la vision n'est pas disponible pour lui. Donc du coup, le rapport à la vision, alors après à l'image, peut être dissocié de ce qu'on appelle représentation. Alors ça suppose d'autres canaux sensoriels, en l'occurrence évidemment, c'est quand même, il y a un enracinement dans la sensibilité, c'est pas quelque chose qui est juste formel. Mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir des contre-exemples, en tout cas un moyen de repenser les choses autrement. Moi j'ai trouvé ce travail de laboratoire vraiment intéressant pour se reposer des questions de ce type. Il y a aussi une question qui me taraude, parce que moi je suis un peu leibnizien au départ, et puis je quitte Leibniz depuis longtemps. Il y a aussi cette propriété qu'a le terme de représentation chez Leibniz, qui est précieuse, me semble-t-il, et il faudrait peut-être, si on doit se passer de la représentation mentale, y suppléer, trouver quelque chose, qui est la perspective individuelle. C'est-à-dire que en fait, chacun d'entre nous, certes, il a des représentations, et parfois elles sont partagées, c'est des prénotions un peu détestables qui sont liées à notre culture, mais aussi le fait qu'on soit un être représentant, un animal représentant, en fait, notre point de vue particulier. Donc il y a une espèce de deuil chez Leibniz qui transforme en une espèce de joie qui en fait nous n'avons pas le point de vue de Dieu, mais nous avons un point de vue et nous n'en avons qu'un seul. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Le fait d'être une représentation, un point de représentation, un point de vue sur le monde, et que nulle part, personne ne peut être à ma place en fait la singularité du sujet. Est-ce que le fait d'être un être représentant n'est pas aussi quelqu'un qui a quelque chose qui donne la dignité au sujet ou qui lui donne sa signature métaphysique?
Voilà. Ouais, non, par rapport au fait qu'il n'y a pas de point de vue de Dieu, et d'ailleurs aujourd'hui il n'y a plus de point de vue de Dieu pour beaucoup de gens. Pour la limite s'il y en avait un, mais nous le représentons indirectement. Oui, non, je pense que là il y a quelque chose d'intéressant dans le passage d'avoir une représentation à être. Et de l'être. D'être un point de vue. D'être une représentation. Ouais. Souvent quand quelqu'un disparaît, on dit ben voilà, tout le monde était en fait. C'était quelqu'un, c'est-à-dire personne pourra avoir le point de vue qu'il ou elle pourra avoir. Il nous manque, elle nous manque, parce qu'on sait que dans ce cas-là, il aurait dit quelque chose de cet ordre-là, mais que je ne suis pas capable de formuler. Même si ça aurait été un horrible cliché, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est cette notion de perspective, de point de vue, et il emploie alors constamment des images spatiales, géométriques, le point de vue sur la ville. Tout à fait. Il est très urbain, dans tous les sens du terme, la limite. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça se relie à une notion qui est, qui chez lui est vraiment une notion. Alors là, je reviens un peu à ce que j'avais mis en place, mais il y a une notion qui est active à travers la notion d'aperception. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui relève de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte de prise de conscience. C'est ça, c'est-à-dire de devenir conscient. Donc, être, c'est agir, et c'est en fait prendre conscience que l'on représente son essence. Mais on a besoin d'exister pour représenter l'essence. Alors par contre, l'essence est entièrement inscrite, mais elle est d'infini, donc on est sauvé par cette idée qu'elle a une forme d'infinité. Elle est inscrite, mais elle est quand même, pour revenir à il faut la déployer. Elle a cette dimension aussi de force et donc de potentialité et de virtualité. C'est la dynamique. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est vraiment justement dans le mouvement. Et donc la représentation n'enferme pas, parce qu'elle est dynamique en fait pour la image. Même si c'est un jeu de dupes, puisqu'on peut dire que les dés sont déjà pipés, enfin tout est joué au départ, puisque dans la notion complète, chaque monade, au fond, si elle avait le point de vue de Dieu, saurait exactement ce qui va lui arriver. Mais la beauté de la chose, c'est qu'elle ne le sait pas, et qu'il faut qu'elle le dise pour savoir ce qui était inscrit. Et ça reste un point de vue singulier. Donc, un côté positif de la représentation. Une femme, une voix, un homme, une voix. Ça, c'est important aussi. Justement, la représentation, nous connaissons tous la formule de Joseph de Maistre quand il disait « l'homme n'existe pas ». L'homme n'existe pas. Et j'ai rencontré dans ma vie des Italiens, des Français, des Anglais, des Allemands, j'ai lu Montesquieu, je sais que l'on peut être persan, donc la représentation par exemple du monde que peut se faire un Chinois était la même que d'un Français, d'un Paraguayen, etc. Par exemple, la deuxième question que je vais poser, plus moderne d'une certaine manière, l'âge, est-ce que la représentation du monde que se fait du monde d'un enfant est la même d'une personne adulte ou d'une personne plus âgée? Question. Et puis la dernière, j'ai plein de bouquins là-dessus, la vision du monde par une femme est-elle la même que par un homme? C'est la dernière question, je dirais massive par rapport au choix. J'allais dire chronologique, ou la représentation par nationalité, la représentation par âge, la représentation par sexe. Est-ce que finalement il n'y a pas des représentations, mais une représentation? Ça revient à la question que vous posiez sur l'interprétation. Enfin, je pense que là on est vraiment dans l'idée d'une multiplicité de représentations et d'une certaine façon, on pourrait dire de leur relativité. Donc, si on dit ça, on ne se mouille pas trop finalement, parce que dire que les représentations sont relatives, finalement, oui, chacun sa représentation. Bon, le relativisme, c'est un peu une pensée facile et un peu limite à un moment donné, parce qu'on ne va pas très loin avec. Mais en même temps, c'est vrai que je pense qu'il y a une question qui doit être posée à travers les différents cas que vous évoquez, que ce soit les peuples, les différents peuples, les différentes cultures, que ce soit la construction des représentations au fur et à mesure de l'évolution de l'individu dans sa vie, ou que ce soit sur le terrain de la différence sexuelle, de façon plus contemporaine aussi, c'est des questions qui sont plus récentes. Je pense que dans tous les cas de figure, ce qui se pose, c'est finalement le rapport de la représentation et de l'altérité. C'est la notion d'altérité là qui intervient, qui est extrêmement, qui a une vraie opérativité. Comment finalement, quand on se confronte à de l'autre, finalement on a une certaine représentation d'autrui, on a une certaine représentation d'autrui, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi. On a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représentation de l'autre, on a une certaine représentation de soi, on a une certaine représen
On a une certaine représentation de ce qu'autrui pense, ou de ce qu'autrui veut, ou de ce que. C'est vrai qu'en soi-même, souvent, on voudrait bien que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. Donc on a cette sorte de représentation qu'on voudrait imposer, on voudrait contrôler. Et puis en fait, malheureusement, ou peut-être heureusement d'ailleurs, finalement, autrui résiste toujours à notre représentation. Donc d'une certaine manière, autrui, c'est peut-être, dans toutes les formes que vous avez évoquées, c'est peut-être finalement le point de butée de nos représentations. C'est peut-être justement cette réalité qui nous empêche de nous enfermer dans quelque chose qu'on croit être, qu'on voudrait, en tout cas, croire ce que c'est. Donc le désenfermement, c'est les autres. C'est pas l'enfer, c'est les autres. Désenfermement. Très beau. Il faut se désenfermer. Très bonne conclusion. C'est le mot de la fin. À moins qu'il y ait des questions. C'est le mot de la fin. Mais c'est vrai. Alors c'est l'enfer, peut-être que c'est l'enfer l'autre, mais en même temps c'est aussi l'autre qui m'oblige à sortir de moi. Et qui m'empêche peut-être de rester enfermé en moi-même. Donc peut-être c'est un enfer aussi pour ça, parce que ça m'empêche d'être tranquille à l'intérieur de moi. C'est possible. Tout à fait, ouais. Mais alors, est-ce que vous avez changé de représentation mentale? Vous allez garder les vôtres, vous les mettre sur le bon coin? Mais pour répondre à la question de monsieur, je pense que je suis assez optimiste. Comme tout le monde a des smartphones, les Chinois aussi, il suffit de quelques années probablement pour qu'on ait les mêmes représentations. Ouais. Alors j'exagère peut-être, je suis trop pessimiste. Mais... peut-être qu'on s'achemine vers quelque chose comme une uniformisation. Une uniformisation, c'est ça. Les médias étant quand même des moyens d'asseoir. En tout cas, ou alors avec une sorte de modèle dominant qui risque d'envahir le terrain de telle sorte qu'on aura du mal à... Aujourd'hui, on a quand même une sorte de planétarisation et d'internationalisation des choses qui est telle qu'on se demande finalement s'il y a encore des modes de pensée qui sont suffisamment autres pour obliger que sera l'altérité demain. À réfléchir autrement. Ça, c'est une vraie question. Je pense que... Qui va nous sortir de nos représentations? Qu'est-ce qui va nous sortir de nos représentations? Les jeunes, peut-être, vont nous sortir de nos représentations. Oui, et après, il y a toujours l'appel de la nouveauté, l'appel des surprises. Ouais, des surprises. Un autre thème de prédilection chez toi. Voilà, c'est ça. Ce sera pour une autre fois. Ça nous fera une surprise. Voilà. De même ampleur. Peut-être. Très bien. Bon, écoute, en tout cas, merci. Merci à toi, Nathalie. Voilà. Merci à vous. Donc, je venais aussi pour présenter les éditions bactériologiques. Donc, ah oui, voilà. Très important. Oui, de par son nom, c'est vrai que cette édition, elle marque son histoire, c'est-à-dire que ça a été créé par des médecins, des philosophes et des chercheurs d'obédience matérialiste, mais depuis quelque temps, son catalogue s'est élargi, et donc on n'est pas obligé d'être matérialiste à tout craint pour publier dans cette maison d'édition. Donc voilà. Et je voudrais juste en profiter du coup avant de conclure pour remercier donc l'éditeur Marc Silberstein, qui fait un boulot, qui est absent, mais grâce à qui ce livre a pu paraître dans des conditions accélérées, express, et qui a fait un très très beau travail. Donc vraiment, on va le remercier de manière chaleureuse. Voilà, c'est Marc Silberstein, tout à fait. En effet. Allez. Merci à toi. Merci à vous.